Du coup, sur ce format webinaire, nous allons vous proposer pour échanger, de poser vos questions via l'outil de discussion. Donc, vous avez soit l'outil de discussion, soit les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions au fur et à mesure. Et on essaiera donc soit de les traiter en fonction des questions au fur et à mesure ou après dans les temps de questions-réponses. Voilà, donc je vais tout de suite laisser la parole donc, à Stéphane Taliana, donc, qui va se présenter plus en détail, nous présenter un petit peu tout ce que vous devez savoir sur ces questions de propriété industrielle. À toi, Stéphane. Notamment quand on est une PME. Bonjour à tous. Donc, j'ai pas accès à la main Facebook, donc n'hésitez pas à poser les questions plutôt sur le Zoom Live. Ça sera beaucoup plus simple pour moi, où je les aurai en direct et puis j'essaierai d'y répondre. Elles peuvent se faire au fil de l'eau sans aucun souci. Alors moi, je suis Stéphane Tayana, je suis à la Chambre de commerce et d'industrie régionale. Donc la Chambre de commerce qui aide les entreprises tout au long de leur vie, du centre de formation, du centre de création à la formation, l'international, le tribunal de commerce, donc un certain nombre d'éléments qui viennent à un moment donné dans la vie de l'entreprise. Et moi, je suis au service Europe qui vise à aider les entreprises à se développer à l'échelle européenne. Et je suis sur une brique très particulière qui est sur la propriété industrielle. Hop, alors, attendez. Voilà, ça marche. Donc, moi, j'aide les entreprises essentiellement sur des questions de brevets. C'est-à-dire que quand une entreprise, en mécanique générale et en informatique, quand les entreprises veulent déposer un brevet, je vérifie pour elles quels sont les brevets qui peuvent poser problème avant le dépôt, que va faire un conseil en propriété industrielle. Je fais uniquement cette partie-là et aussi des diagnostics avant des phases de croissance, soit sur de la croissance externe, soit une levée de fonds. Et j'interviens souvent à la demande de l'entreprise. Ça permet de rassurer les investisseurs sur le fait que toute la stratégie de propriété industrielle a été checkée, que ce soit par des outils de la Commission européenne, soit par des outils de l'INPI avec lesquels nous collaborons. Et donc, au sein de ce programme, voilà, j'interviens aussi sur des transferts de technologie, toujours uniquement sur l'aspect propriété industrielle, mais ça permet aussi de toucher d'autres aspects, comme le fait de faire un audit sur le management d'innovation, de rechercher des partenaires technologiques, de l'information sur la réglementation et sur les financements européens. Donc, c'est un programme qui vise à aider les PME, donc moins de 250 salariés, et avec des partenaires un petit peu partout en Europe. Donc, c'est l'Union européenne et ses partenaires commerciaux. Les partenaires commerciaux comme les États-Unis avec les accords TAFTA, le Canada, Israël, le Maroc, récemment le Vietnam, la Chine, et aussi le Japon. Donc, les pays satellites de l'Union européenne avec lesquels l'Union européenne a des accords commerciaux, la possibilité d'être aidé pour exporter dans ces pays-là. Et il y a toute une gamme de services qui est amenée. Donc, un gros volet sur le partenariat à l'international qui vise à aider les PME à trouver des partenaires, des distributeurs dans tous ces pays, des rendez-vous d'affaires sur des salons quand on pourra retourner sur des salons, des missions à l'étranger. Moi, je suis voilà, sur le bloc conseil individuel, uniquement sur le bloc propriété intellectuelle, propriété industrielle. Il y a aussi l'accès à des informations sur l'augmentation, sur les marchés qu'on veut développer et puis de l'appui en matière d'innovation. Et pour tout ce volet-là, on travaille aussi en région avec l'agence ADOC, avec laquelle nous collaborons et nous échangeons, chacun étant sur des briques, sur des parties particulières. Un mot sur la propriété industrielle, parce qu'en France, on est vraiment en retard, on est vraiment loin derrière nos voisins européens. Mais pour vous donner un peu à l'échelle mondiale ce qui se passe, donc sur les chiffres 2020, on attend qu'ils soient consolidés. Il y a eu des publications partielles qui ont été faites, mais tout n'est pas encore totalement terminé. Mais on trouve à peu près les mêmes tendances, c'est-à-dire qu'il y a eu à peu près sur 3,5 millions de dépôts de brevets qui ont été faits dans tous les offices dans le monde. On voit qu'il y a un mastodonte, il y a il y a un pays qui est leader qui dépasse de loin tous les autres, c'est la Chine, qui dépose pour la moitié des demandes de brevets qui sont faits partout dans le monde. C'est énorme, donc eux, ils sont partis de quasiment rien il y a 25 ans, et ils ont développé une stratégie autour de la propriété industrielle très forte, très offensive, qui porte ses fruits parce que maintenant, voilà, c'est un pays leader. Et vous avez entre la 16e et la 18e position, donc 16e en 2019 et semble-t-il 19e maintenant pour 2020,
La France voilà, qui augmente à peu près de 3% par an, qui a même régressé d'1,5%, semble-t-il, sur l'année 2020. Voilà, on est loin. Donc, dans le monde dans lequel je suis autour des brevets, ben, on voit des pays émerger, notamment la Chine, qui est vraiment prépondérante, et puis des pays qui avancent très, très mollement, qui sont la France. Donc la France a en plus un défaut structurel de base qui est que la connaissance sur les brevets, sur la propriété industrielle est assez faible. On n'enseigne pas dans les collèges, au lycée, comment marche un brevet. C'est le cas dans un certain nombre de pays européens, et puis je ne parle même pas pour les pays asiatiques où c'est enseigné très tôt dans la scolarité. En France, donc moi je donne des cours en fin de cursus dans des écoles d'ingénieurs ou pour des docteurs, et on arrive, moi je suis toujours effaré quand je vois des jeunes de 23 à 24 ans qui sont en fin de parcours et qui découvrent pour la première fois ce qu'est le monde des brevets, ce qu'il en est. C'est comme ça, donc j'espère que petit à petit les choses vont s'inverser et que la France va un petit peu rattraper un certain nombre de retards qu'elle a de manière structurelle. La question qui vient souvent, c'est: est-ce que je peux protéger mon idée? Ça, c'est une question qui me vient sur à peu près un rendez-vous sur 3. J'ai une idée, je veux protéger mon idée avant de créer mon entreprise. Donc, c'est bien de se poser la question. Mais il y a un premier lieu commun à casser, c'est le fait qu'on ne protège pas l'idée. On protège, donc l'article 1er du Code de la propriété intellectuelle dit: les idées sont de libre parcours et non appropriables en tant que telles. Donc, le fond de l'idée, je ne sais pas, moi je vais m'appeler les Galeries Lafayette, nous sommes en 1875, j'ai l'idée de faire de la vente par correspondance, c'est-à-dire je vais envoyer des catalogues dans lesquels dans ces catalogues va être présentées toutes les collections des 6 mois à venir, de la saison à venir, et je vais pouvoir permettre à mes clients, mes clientes, d'acheter via un courrier et de se faire livrer par correspondance. C'est un concept qui était nouveau pour l'époque, mais il n'a pas été protégé parce qu'il n'a pas pu empêcher ses concurrents de faire la même chose. Voilà. Donc, si le fond de l'idée n'est pas protégeable, qu'en est-il de la forme de l'idée? C'est là où, dans le droit, chaque mot compte. Donc, si le fond n'est pas protégeable, il peut y avoir des éléments dans la forme qui peuvent l'être. S'il y a une slide à retenir, je sais que quand je parle, il y a une information qui est transmise, il y a à peu près entre 4 et 6% qui est retenu. Et ça l'est d'autant moins avec l'Internet où il faut compter plutôt 1,5 à 3% de l'information qui est retenue en fonction de l'environnement qu'ont les gens donc, et la captation qu'ils ont sur l'information. S'il y a une information à retenir et qui peut être appréhendé et qu'il faut retenir sur les 1,5% à 3% de la cour de cette heure-là, c'est celle-ci qui vous permet un petit peu d'avoir les grands items, les grands éléments sur la propriété industrielle, propriété intellectuelle. Donc, il y a un gros bloc. Le gros bloc, c'est la propriété intellectuelle qui, lui, couvre l'ensemble des droits qui visent à protéger la création au sens général. Et dans ce gros bloc, vous avez 2 blocs principaux. Un bloc qui est la propriété industrielle, donc pour des éléments qui vont entrer dans une démarche industrielle, et un bloc sur la propriété littéraire artistique qui, lui, va viser à protéger la création dans son ensemble et quelle que soit sa forme. Donc, par rapport à la propriété industrielle, il y a 3 gros items et un peu plus petit. Le premier gros item, c'est les brevets qui visent à protéger l'effet technique. Vous avez la marque, on est une société des marques où tout ce qu'on achète, ce sont des marques. Donc la marque, elle, vise à protéger le signe d'identification du produit ou du service. Vous avez le dessin et modèle. Donc le dessin et modèle, lui, vise à protéger le design, c'est-à-dire la forme. Je prends l'exemple de la cafetière parce qu'il est assez symptomatique. Vous allez dans une grande surface, au rayon des cafetières, vous allez voir que tout utilise un même procédé technique depuis à peu près 60 ans, qui est ce principe du goutte à goutte qui à la base était protégé par un brevet mais qui ne l'est plus. Donc plus ou moins toutes les marques utilisent ce même procédé. Par contre, elles ont toutes un design particulier avec une espèce de griffe. Donc Tefal, vous avez le bec verseur souvent qui est stylisé. Seb, vous avez souvent l'embase qui est assez arrondie. Donc chacun a une griffe avec une forme particulière. Donc voilà, ça vous donne une idée sur le fait que si le concept même de la cafetière n'est pas protégé, par contre des éléments de forme peuvent l'être.
Et vous avez un quatrième item qui est de moins en moins utilisé, ce sont les certificats d'obtention végétale qui visent à protéger les espèces végétales, comme par exemple, on a une mode sur les pommes de terre. Chaque année, il y a des pommes de terre saisonnières avec des éléments marketing de goût. Et ben voilà, ces races de pommes de terre sont protégées par des certificats d'obtention végétale. Et il y a un autre gros bloc qui est la propriété littéraire artistique, qui vise à protéger la création sous quelque forme que ce soit. Et un des gros blocs, c'est le droit d'auteur. Le droit d'auteur, lui, permet de protéger l'expression, quelle que soit. Donc, on pense toujours, par rapport au droit d'auteur, à l'expression littéraire, c'est-à-dire un certain nombre de lignes, enfin un certain nombre d'agencements de mots, de phrases qui, selon un ordre particulier, qui permet de transposer la personnalité de l'auteur est protégé. Donc ça, en France, il n'y a pas d'administration centrale qui gère le droit d'auteur. Il y a juste une obligation de prouver la date à laquelle ça a été créé. Et vous avez des sociétés anonymes, des sociétés privées, qui ont un agrément du ministère de la Culture, je pense à la SACEM, Société des gens de lettres. Vous avez comme ça tout un certain Artema, vous avez un certain nombre de sociétés qui ont un agrément du ministère de la Culture pour une mission d'intérêt public qui est de donner une date certaine sur la création et de défendre les artistes et auteurs qui prennent des abonnements chez eux. Et un élément aussi auquel je présente, c'est la protection des logiciels, dans la mesure où il y a des sociétés qui sont présentes aujourd'hui. Donc le logiciel, lui, est protégé aussi par le droit d'auteur, où pareil, vous avez des sociétés qui ont un agrément de mission de service public pour faire de la protection du logiciel. Voilà, ça a pensé. Donc ce sont les lignes de code du code décompilé qui sont protégés par le droit d'auteur. Et vous avez les droits voisins. Donc les droits voisins, ça vise à protéger l'ensemble des droits des producteurs et gens qui vont manipuler ces droits-là, par exemple un certain nombre de compositeurs, d'arrangeurs, qui vont, notamment dans la création musicale, qui vont gérer les droits des artistes. Donc voilà, ça c'est vraiment la slide vraiment importante à retenir. Après, on va parler de deux grosses choses principales. Sur les brevets, parce que ça concerne des sociétés et industries qui sont présentes aujourd'hui sur ce live, et la marque, parce que la marque est vraiment devenue un élément incontournable, qui paraît simple, mais qui en fait est assez technique du point de vue du droit. Donc voilà, je donne 2-3 éléments pour checker et voir ça, et si vous avez des questions, n'hésitez pas au fil de l'eau. Donc voilà, j'ai repris une slide qui reprend ces éléments. Donc le brevet permet de protéger la solution technique qui répond à un problème technique. La marque permet de protéger, en termes de droit, c'est un signe distinctif. Donc ça peut être un nom, ça peut être un logo, ça peut être une musique. Par exemple, la musique de la SNCF est protégée par une marque. Et le troisième gros item, c'est le dessin et modèle, sur lequel l'apparence visuelle esthétique est protégée. Et à penser aussi que vous avez une protection du droit d'auteur sur l'auteur qui a créé la protection visuelle. Donc, c'est deux droits qui se chevauchent. C'est important, notamment pour les gens qui vont déposer des marques avec un logo. Le logo peut ne pas avoir été fait par quelqu'un dans l'entreprise. Par exemple, une société de communication ou un freelance, un designer freelance que vous avez payé, qui va faire pour vous un joli logo qui va vraiment porter votre marque. Donc, il faut penser à ça, c'est qu'il y ait un contrat de cession en bonne et due forme de la cession du logo et de la création visuelle pour le dépôt de la marque. Auquel cas, l'auteur peut se retourner après s'il n'y a pas eu de contrat qui va régir cela. Donc ça, c'est un élément à penser auquel, malheureusement, sur beaucoup de dépôts de marque, ça n'est pas fait. Il faut savoir une chose, c'est que il y a eu beaucoup plus de marques qui ont été déposées sur 2020. On m'avait donné les chiffres, là, je ne les ai plus en tête, mais il y a eu une augmentation d'à peu près, je crois, de 17 à 18% sur l'année 2020. Donc les gens se sont posés un certain nombre de questions, qui étaient salariés, certains au chômage partiel, se sont dit, bah, tiens, je vais créer une nouvelle activité. Donc, il y a eu beaucoup de dépôts de marques parce qu'il y a eu des initiations du business ou des idées. Et il y a eu le pourcentage de dépôts qui ont été refusés, rejetés ou qui avaient des anomalies a lui augmenté de 60%. Donc, ce qui prouve que malgré la facilité de déposer une marque, on peut déposer sa marque en moins d'un quart d'heure, malheureusement, ça reste un élément technique, donc il faut penser à cet aspect-là. On va en parler tout à l'heure.
On va parler du brevet. Donc, le brevet permet de protéger l'innovation technique. Donc, on est vraiment sur l'aspect technique pur et on est vraiment loin des éléments de concept. Donc, le brevet, donc, c'est un document officiel qui est délivré par une administration. Donc, en France, c'est l'INPI, qui permet de protéger une invention. Donc, l'invention, c'est un élément qui résout un problème technique par rapport à une situation qui est observée et uniquement du point de vue de l'effet technique. Et c'est aussi un droit d'interdire, c'est ça l'avantage. Le brevet est intéressant parce qu'il permet d'empêcher les concurrents de faire exactement la même chose que soi, exactement le même effet technique. Et il a une durée maximum de 20 ans. Pour les médicaments, étant donné qu'il y a une mise sur le marché qui dure à peu près 10 ans, il y a une prorogation de 10 ans, mais uniquement pour la classe des médicaments sous des conditions particulières. Donc, les conditions de brevet. Donc, la deuxième slide à retenir après celle qu'on a vue précédemment, c'est celle-ci pour les industries qui sont présentes sur Live, c'est le fait qu'il faut appréhender un petit peu ce qu'il y a derrière le brevet. Donc, le premier élément auquel on pense quand il y a un brevet qui est déposé, c'est la protection d'une innovation. Donc, qui dit innovation dit quelque chose de nouveau. Donc, voilà, ce critère de nouveauté, lui, il faut qu'il soit le plus absolu possible, c'est-à-dire que nulle part dans le monde a été observé ce type d'invention, ce type d'effet technique qui est revendiqué dans le brevet. Donc, ça, c'est le critère qu'on regarde par rapport au brevet, c'est la nouveauté, c'est-à-dire quels sont les brevets ou les publications déjà existantes qui existent sur les bases de données et qui peuvent poser problème au moment du dépôt. Et il faut savoir une chose, c'est qu'on trouve toujours des choses, dans la mesure où quand il y a une invention, on s'appuie toujours sur un état technique existant pour l'améliorer. Donc, on va toujours trouver des éléments qui peuvent plus ou moins casser l'innovation et la nouveauté du brevet ou du client qu'on va accompagner. Donc, voilà, ça, c'est un élément à prendre en compte. Donc, si jamais il y a une innovation qui est faite dans une industrie, le premier réflexe à avoir, c'est d'aller sur Internet et de voir non seulement par rapport à ses concurrents, mais aussi partout où on peut trouver de l'information, est-ce qu'il y a des éléments qui sont similaires? Que font les concurrents? Que font les gens qui sont sur ce métier-là? Est-ce qu'ils font des choses similaires? Ça permet déjà de brosser un petit peu le tableau de ce qu'il y a autour. Deuxième critère, il faut qu'il y ait un caractère industriel, c'est-à-dire que l'invention, l'effet technique rentre dans un process industriel, ce qui fait qu'on peut protéger non seulement un produit qui va amener un effet technique, mais aussi un process industriel. Par exemple, un process de digestion anaérobie pour de la gestion de déchets, bah, il y a des taux de pression, il y a des taux de température, il y a des chaînes de convoyage qui vont permettre d'amener un certain nombre de déchets qui soient liquides, semi-liquides, solides ou semi-solides. Donc, il y a tout un process industriel avec un certain nombre de technicité qui est mis en place. Ce process-là peut être protégé par un brevet, voilà, parce que dans la mesure, il va amener un effet technique particulier qui n'existe pas ailleurs. Et troisième critère, ça c'est le critère le plus difficile à appréhender, c'est ce critère d'inventivité. Inventivité, ça veut dire pour l'homme du métier, ça ne découle pas de manière logique des techniques connues. Je donne un exemple qui a été fait par un prof de droit pardon, par un prof de droit de Montpellier en 1985. Il disait que l'inventivité se définit par le 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que la combinaison des éléments entre eux permet d'arriver à un effet nouveau et supplémentaire. Donc, il faut que la simple combinaison des éléments amène à un effet technique nouveau. Pour prendre un exemple, alors je vérifie si j'ai un BIC ou non, j'ai pas de BIC. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le BIC, en 1953, a donné lieu à un brevet. C'est le fait de mettre une bille d'acier au bout d'un capillaire d'encre. Et la bille d'acier, par le roulement sur le papier, permet d'avoir un étalement de l'encre qui soit régulier. Donc ça a été le brevet qui a fait le succès de la société BIC en 1953. C'est cette petite bille d'acier au bout du capillaire. En 1954, ils ont trouvé une gomme qui permettait d'effacer leur type d'encre. Donc voilà, nouveau brevet, pareil, avec un effet technique. Et en 1957, voyant la concurrence arriver, voyant des potentiels marchés, ils ont déposé un brevet dans lequel il y avait le stylo plus la gomme, en disant que c'était un effet, l'effet technique était voilà, la facilité d'utilisation, c'est-à-dire d'écrire et d'effacer en retournant le stylo.
ça a été refusé au motif que il n'y a qu'une simple addition d'éléments et qu'il n'y a pas d'effet supplémentaire. Donc, l'effet supplémentaire, du point de vue industriel ou du point de vue du brevet, se fait là-dessus, sur le fait qu'on n'est pas sur une simple combinaison d'éléments, mais on est sur quelque chose qui a une valeur ajoutée. Et cet élément-là est assez difficile à appréhender, et donc d'où le fait de passer par un professionnel, parce qu'il va, avec tous les critères que nous avons, vous expliquer dans quelle mesure est-ce que votre demande de brevet peut passer ou ne pas passer, par rapport à ce critère d'inventivité. Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est bon? Est-ce que ça répond aux règles de marché? Voilà, s'il y a des questions au fil de l'eau là-dessus, parce que c'est une notion de droit assez difficile à comprendre, à maîtriser. Je vais avancer. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas, je peux y revenir. Donc, à quoi ressemble un brevet? On a de la chance maintenant, c'est qu'on a Internet. Et avec Internet, on a accès à l'information assez rapidement. Le fait d'avoir accès à l'information, c'est aussi un faux ami parce que ça donne l'impression de savoir. Or, quand on va prendre quelqu'un en sortie d'école d'ingénieur ou en sortie de doctorat pour, pour en faire un métier dans la propriété industrielle, il faut compter à peu près 2 ans à 3 ans de formation avant que la personne soit autonome, parce que le monde des brevets a vraiment quelque chose de très particulier du point de vue de la technique, à la fois la technique sur l'innovation proprement dit, mais aussi la technique du droit. Donc, moi, j'invite quand même les gens à aller lire ce qu'il y a derrière un brevet, parce que ça donne des idées sur quand une industrie ou une entreprise va faire quelque chose qui peut donner lieu à un brevet. Le fait d'avoir lu des brevets, ça va permettre, voilà, de s'habituer à voir est-ce que ce qu'on a fait peut rentrer dans les critères ou ne peut pas. Et après, un professionnel vous aide là-dessus à vraiment comprendre ça. Donc voilà, c'est un document dans lequel il y a beaucoup d'informations. Vous avez qui a déposé, quel est l'inventeur. Alors, des fois, c'est intéressant parce qu'on va voir que, en fait, ces personnes de l'industrie, par rapport à une demande, ce sont des gens, des fois des gens qui sont en dehors de l'industrie, avec lesquels l'industrie a un contrat ou a racheté la technologie pour en faire le brevet. Vous avez les pays dans lesquels ça s'étend. Des fois, c'est beaucoup de pays, des fois, c'est très peu de pays. Vous avez aussi des classes. Donc, les classes permettent de se retrouver et de voir quels sont les brevets similaires. Vous avez la demande et vous avez comme ça entre 10 et 40 pages sur la description technique et qui vous donne un petit peu sur comment ça marche. Quand déposer un brevet, donc, le critère qu'on a vu tout à l'heure, c'était la nouveauté. Pour que ce soit nouveau, il ne faut pas que ce soit accessible au public. Donc, il faut, quand il y a une innovation au sein d'une entreprise, il faut garder le plus possible le secret, surtout ne pas en parler dans un salon. Ça, c'est vraiment un des problèmes numéro un quand on rencontre sur les PME qu'on accompagne, c'est le fait que souvent, il y a une innovation à un moment donné et les gens nous disent, bah voilà, dans 2 semaines, j'ai le salon le plus important de l'année, je ne veux pas le rater, je veux parler de ce qu'on a créé parce que ça va mener des marchés. Donc voilà, il y a un juste milieu à trouver. Des fois, on peut parler de certaines choses, des fois pas. Et l'objectif, voilà, c'est de comprendre où est la limite, de sorte à ne pas trop divulguer pour empêcher de casser la nouveauté. C'est arrivé plein de fois à des grandes sociétés, en France, sur le fait que sur des salons, certains ingénieurs ou certaines personnes ont été trop bavardes et ça a cassé la demande de brevet parce que vous allez voir dans les 2 semaines, plusieurs, non pas une, mais plusieurs demandes dans différents pays, qui soient asiatiques ou d'Amérique du Nord, où les gens ont capté de l'information sur des salons, ont trouvé le potentiel très intéressant et sont allés déposer des demandes. Et on est sur la règle du premier qui dépose, le droit lui appartient. Voilà. Les éléments sont un petit peu en train de changer en France par rapport à ça, mais pour l'instant, il faut vraiment maintenir le plus possible le secret. Et le secret s'organise aussi dans l'entreprise, c'est-à-dire que le fait de le mettre dans le règlement intérieur, donc ce sont des rappels du secret industriel. Donc on est hors de la propriété intellectuelle, on est vraiment sur à la fois le droit du travail et le droit des affaires. Voilà, ça fait partie de règles de base, mais ça peut être aussi dans les contrats de travail sur le fait qu'il y a une obligation de maintenir le plus possible un certain nombre d'informations stratégiques de l'entreprise au secret et de ne pas le divulguer à l'extérieur. Voilà, donc le dépôt peut se faire tant que le secret peut être maintenu. Et souvent, il se fait un petit peu après les prototypes, où là, on commence à voir que
la solution technique marche, donc le dépôt peut se faire avant que le prototype existe, dans la mesure où il est suffisamment bien conçu. Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent être mis avant. Donc, le coût d'un brevet, ça c'est important pour budgéter et voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, le coût du brevet, lui, il est de l'ordre en France. Donc, ça, ce sont des chiffres qui datent de 2001. Donc, le coût est en France entre 5 et 8 000 euros. Donc, 8 000 euros plutôt sur l'informatique et 5 000 sur des techniques de mécanique générale et voilà, mécanique qui n'ont pas de grandes difficultés au moment du dépôt. Donc voilà, les chiffres n'ont pas tellement changé. Pour l'Europe, si vous déposez sur 5-7 pays européens, il faut compter voilà, entre 17 000 et 20 et 22 000 euros à peu près. Donc, comme vous voyez, on ne dépose pas directement à l'échelle communautaire. Donc, il y a malgré tout le brevet unitaire, mais il est encore relativement peu utilisé. Voilà, et puis, dans certains cas, il n'est pas forcément le plus adéquat. Donc, voilà, il y a encore un petit peu à mieux appréhender son usage. Mais voilà, sur à peu près 95% des sociétés qui ont fait des extensions à l'échelle européenne sur les 2 dernières années, ça s'est fait par la voie de la voie dite PCT, c'est-à-dire qu'il va faire pays par pays et non pas sur des régions entières directement. Aux États-Unis, on est quasiment au même coût, 10 000 à 12 000 euros à peu près. Et au Japon, là, par contre, ça a augmenté. On est sur un pays où il faut obligatoirement passer par un mandataire local qui, eux, coûte relativement cher. Donc, il faut compter à peu près entre 15 000 et 20 000 euros pour l'extension de son brevet sur le territoire japonais. Donc, 45 000 à 60 000 pour à peu près les dépôts. Puis quand vous commencez à rentrer sur les taxes, il faut compter qu'au bout de 3 ans, vous avez plus facilement entre 70 000 et 100 000 euros pour l'ensemble des coûts que vous avez. Et ça, c'est des coûts qui s'échelonnent. Je le dis notamment pour les startups qui démarrent. Quand on voit ces coûts-là, ça rebute d'emblée. Or, il y a un échelonnage qui se fait dans le temps. Et cet échelonnage est bon à avoir en tête parce que s'il y a une levée de fonds qui doit être faite, cette levée de fonds, elle peut se caler, enfin, on peut caler le timing de sa levée de fonds sur les différents temps qu'il y a et les différentes dépenses qu'il y a. La première dépense qu'il y a, donc je le dis, voilà, donc à compter en France, donc 5 000 euros à T0. Et après, à peu près 10-12 000 euros pour commencer la procédure d'extension, elle se fait à T12 mois, donc dans un an. C'est-à-dire, si je dépose maintenant le 1er juin 2021, si une demande de brevet, s'il y a une extension à prévoir et que je suis une start-up, il faut que je budgète que je vais avoir 15 à 20 000 euros à dépenser juste avant le 1er juin 2022. Donc voilà, ça c'est un élément à prendre en compte, notamment voilà, si on fait là souvent les startups qui sont à ce stade-là utilisent plutôt du haut de bilan et plutôt du early stage, enfin, plutôt du financement très amont parce qu'on n'est pas encore sur des grosses sommes. Et l'ensemble des grosses sommes, c'est-à-dire je vous ai dit à peu près on arrive facilement à 80 000, 120 000 euros, et ben ces 80 000, 120 000 euros se font au 30e mois, c'est-à-dire à 2 ans et demi. Donc, ça permet de lancer le produit sur le marché français, de le lancer dans un certain nombre de pays, et puis à T30 mois, donc à 2 ans et demi, de payer, de régulariser les taxes, notamment dans les pays qui semblent intéressants du point de vue du marché. Et à partir de T12 mois, virtuellement, votre demande de brevet court sur 169 pays dans le monde. Et on ne le régularise qu'au 30e mois. Donc, il y a pas mal de stratégies. Ça permet vraiment, dans le temps, de caler sa stratégie de développement et sa stratégie de financement une fois qu'on a ces chiffres-là en tête. Voilà, et après, on régularise dans les différents pays qu'on fait. Voilà. Maintenant, je mets souvent la Chine dans les pays dans lesquels il peut être bon d'étendre son brevet parce qu'il y a beaucoup de fabrication qui se fait en Chine, pas tout. Hein. Heureusement, la crise a permis de rétablir un certain nombre d'équilibres pour un certain nombre de produits, mais pas pour tous les produits. Et pour un certain nombre de produits manufacturés, ça peut être intéressant encore d'avoir son brevet qui est étendu en Chine et soit d'avoir un partenaire sur place
qui va défendre vos droits, avec lequel vous lui faites une rétrocession, soit voilà, c'est un outil de négociation qu'il est bon d'avoir en tête. Voilà, j'ai mis quelques éléments sur un rapport préliminaire de recherche. Ça, c'est par rapport à l'inventivité où l'examinateur de l'INPI va vous donner son avis, donc par un courrier. Donc, je n'ai pas mis d'exemple de courrier, mais on peut facilement y accéder. Et puis, ça permet de voir quels sont les brevets qui peuvent poser problème. Donc, ça fait partie de choses que je fais dans la recherche d'antériorité et puis que va confirmer ou pas l'examinateur par rapport à la demande qui a été faite. À qui appartient le brevet? Donc, si c'est dans une industrie, il faut penser que tous les salariés ne sont pas égaux. Le salarié qui est au service R&D, donc qui a une mission inventive, le brevet est directement à l'industrie. Si le salarié n'a pas de mission inventive, alors dans ces cas-là, est-ce que ça rentre dans le champ technique de l'industrie? Dans ces cas-là, c'est attribuable. Et si ce n'est pas le cas, je pense notamment, il n'y a pas longtemps, à un comptable qui était dans une industrie chimique qui a développé une machine pour lancer des balles de tennis. L'entreprise a voulu se l'approprier. Ils n'ont pas pu parce que ça n'est pas dans le champ de l'industrie. Par contre, si c'était dans le champ chimique, que ce comptable avait fait quelque chose dans le champ de l'industrie, l'entreprise aurait pu se l'attribuer parce qu'on estime que l'ensemble des savoirs qui sont abordés peuvent avoir été évoqués dans l'entreprise et ça peut être attribuable. Et puis sinon, il y a une commission à l'INPI qui permet de statuer l'ensemble des litiges qu'il y a sur ces questions-là. Le secret, c'est important, il doit être géré de manière contractuelle. Voilà, je donnais l'exemple du Coca-Cola où la formule… en fait, ce n'est pas la formule du Coca-Cola qui est gardée secrète parce que quand on fait de la chimie, on fait une spectro, on arrive à savoir tous les produits qu'il y a dans le Coca. Ça pose pas de problème. D'ailleurs, Pepsi, qui est le concurrent de Coca, a 98% des composants qui sont strictement les mêmes que Coca, que son concurrent. Donc, voilà, la recette, on arrive, la formule, on arrive à savoir ce qu'il y a dedans. Par contre, dans le Coca, ce qu'on ne sait pas, c'est la recette. C'est-à-dire que le sucre a été rajouté à combien de pression, enfin, quand le liquide était en train de bouillir, le sucre a été rajouté à quelle température, à quelle pression, à quel moment a été rajouté l'aspartame, à quel moment a été rajouté tel élément de menthol. Enfin, voilà, il y a plusieurs éléments qui interviennent à des moments cruciaux, ce qu'on appelle la recette, et la recette, elle, est restée secrète. C'est le cas aussi pour les composites, où dans l'industrie aéronautique, vous avez un certain nombre de composites très particuliers. Certains sont avec des brevets parce qu'ils sont facilement, on peut facilement faire du reverse engineering, c'est-à-dire retrouver comment ils ont été faits. D'autres pas, parce qu'il y a des collages très particuliers, il y a des amalgames très particuliers. À ce moment-là, ils restent au secret. On a eu une question. Oui, je ne l'ai pas vue. Elle est où? Le concurrent peut-il déposer un brevet sur un produit déjà commercialisé non breveté? La réponse est non, parce que ça n'est plus nouveau. Voilà, il y a eu le cas il n'y a pas longtemps, c'était il y a 10 ans déjà, d'une société qui a vu quelque chose d'intéressant au Japon. Il s'est dit, je vais déposer un brevet en France. Bon, malheureusement, non, pas de possibilité parce que ça n'est plus nouveau. Et à partir du moment-là, la nouveauté est cassée. Je donne un mot sur l'enveloppe solo qui est intéressant parce que l'enveloppe solo, c'est un élément de preuve de date. Alors, attends, j'ai la question. Effectivement, je n'étais pas sur la bonne fenêtre. Lorsqu'on dépose un brevet en France et en Europe, peut-on avoir à payer des annuités pour la France, en France et en Europe, si la délivrance est différente dans les deux pays? Comment trouver la date de délivrance pour chacun d'entre eux afin de décider lequel conserver? Oui, tout à fait. Alors, c'est deux procédures qui sont parallèles. C'est le schéma que j'ai montré un petit peu avant. Voilà, c'est en fait par pays, vous avez différentes procédures qui vont se suivre. Donc là, par exemple, si vous utilisez une voie communautaire directement et puis une voie française, oui, vous aurez à payer l'annuité en France et dans les différents pays dans lesquels c'est. Et puis après, la portée géographique n'est pas la même. Parce que si vous le faites via souvent, on dit aux gens de garder le brevet français, mais effectivement, on peut choisir de ne pas le garder. Mais à ce moment-là, c'est à vous à décider. Et les dates de délivrance, en fait, on n'a pas une date certaine sur la délivrance. Dans la mesure où il va y avoir plusieurs allers-retours qui vont se faire avec l'examinateur. Donc, et à ce moment-là, voilà,
on n'a pas une certitude à partir de quand. Des fois, la délivrance, ça se fait au bout de 2 ans et demi. Des fois, elle va se faire au bout de 5 ans. Le temps moyen est à peu près aux alentours entre 36 et 40 mois. Mais on n'a pas de date certaine. Voilà, si ça répond à votre question. Si ça ne répond pas, n'hésitez pas à revenir. Il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai la bonne fenêtre pour les questions. Donc, l'enveloppe solo, c'est une preuve de date. Et surtout, l'avantage, c'est que ça vaut 15 €. Et 15 €, c'est vraiment quelque... c'est pas très... Hop. 15 €, c'est vraiment quelque chose qui est peu onéreux. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à le faire et ça permet d'avoir une preuve de date certaine. Donc, ça permet de… alors, attendez, je vais effacer ça parce que ce n'est pas très gracieux, tout le dessin. Voilà. Parce que ça permet d'avoir une preuve de date. Alors, très souvent, on ne va pas faire un dépôt tout de suite parce que ça coûte cher. On n'a pas les 4 000 €, 5 000 € pour faire le dépôt. C'est là où le fait quand même d'avoir une preuve de date, c'est important. Voilà. Et cette preuve de date ne vaut que 15 € et on peut le faire directement en ligne. C'est un PDF de maximum 10 mégas qu'on va mettre sur la banque de données de l'INPI. Voilà, et c'est valable 5 ans. Moi, je tendance à dire faites-en plusieurs au fur et à mesure de l'avancée de votre R&D sur un produit. Mais on peut dater aussi tout type de choses. On peut dater des éléments sur lesquels il y a droit d'auteur. Par exemple, si on veut dater, avoir une preuve certaine pour un contrat, on peut le faire avec une enveloppe solo. C'est valable que 5 ans, certes, mais voilà, ça a l'avantage d'être relativement peu cher. On va avancer. Attends, c'est où? Tac, tac. Voilà. Ça, on va avancer là-dessus. Donc, en matière de confidentialité, voilà, il faut éviter la divulgation tue la nouveauté, l'absence de nouveauté tue la brevetabilité, la confidentialité, voilà. Alors, oui, j'ai mis cette slide pour penser au fait de parler des, pardon, de parler des accords de confidentialité qui sont très importants parce que très souvent, on n'a pas forcément les moyens de développer tout de suite ou on a besoin de pièces particulières, de faire façonner des pièces particulières auprès de sous-traitants ou d'autres industries. Et dans ces cas-là, il faut maintenir le secret. Et maintenir le secret avec d'autres industries, ça se fait par un accord de confidentialité. Donc, c'est important de faire un accord de confidentialité. Et puis, dans ces cas-là, il faut faire appel à un avocat spécialisé. J'insiste sur le fait de spécialiser, dans la mesure où le droit de la propriété industrielle et intellectuelle sont un droit relativement technique. Donc, c'est bien de faire appel à un professionnel qui ait vraiment l'habitude de manipuler ce type de documents. Et il faut savoir une chose, c'est que quand vous rentrez, vous mettez un pied dans la propriété industrielle, propriété intellectuelle, l'INPI aide au départ avec une aide qui s'appelle le passe-pays, qui permet d'être aidé à 50% sur les frais d'un acte juridique incluant de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que dans une limite de 6 000 €, l'INPI vous en paye 50%, c'est-à-dire elle peut vous payer jusqu'à 3 000 € de dépenses que vous aurez sur un contrat ou sur tout acte de la propriété intellectuelle. Voilà, donc je parle du logiciel. Je regarde dans la liste. Est-ce qu'il y a des sociétés du logiciel? Non, je n'ai pas l'impression. Donc voilà, le logiciel se fait par… moi, je fais la promotion de l'agence… Enfin, je parle de l'agence de protection des programmes qui est quand même relativement sérieuse en France. Ce ne sont pas les seuls, ce sont des sociétés privées. Donc voilà, ça c'est à tenir compte. Mais voilà, sur ce que j'ai vu sur les industries logicielles que j'ai accompagnées qui ont fait appel à leurs services, ça a été relativement propre. Donc voilà. On va parler des marques parce que le temps avance. S'il y a des questions, n'hésitez pas, on peut toujours y revenir. Donc, la marque, c'est le vecteur des signes. Le signe en termes de droit, c'est ce qui permet d'aborder un élément. Donc, la marque est un signe à poser sur des produits et ou des services. Ça peut être des produits et des services ou ça peut être ou un produit ou un service et qui permet d'indiquer au public la provenance industrielle ou la provenance commerciale du produit. Donc, c'est un signe qui va décrire un certain nombre d'éléments. On parle de libellé et sur un territoire particulier, ça peut être la France, mais ça peut être l'Union européenne ou ça peut être un certain nombre de pays dans le monde.
Les différents signes qu'il y a, donc vous avez la dénomination sociale qui permet d'identifier la personne morale, donc c'est ce qui figure au registre national des commerces. Vous avez le nom commercial qui permet de désigner le nom sous lequel l'entreprise fait son activité. Vous avez l'enseigne, donc l'enseigne maintenant d'autant plus qu'il y a une taxe sur l'enseigne qui permet de distinguer géographiquement le lieu de vente et l'établissement. Et puis vous avez la marque qui permet de distinguer, de protéger les différents produits et services. Donc voilà, il y a une notion de différenciation dans la mesure où quand on va protéger un signe particulier, il se fait uniquement pour certains produits ou services particuliers. Par exemple, il peut y avoir une coexistence de mêmes signes qui existent et dans la mesure où pour le consommateur dit d'attention moyenne, ça ne pose pas de problème de confusion, ils peuvent coexister. Il y a l'exemple des crèmes à dessert Montblanc, des stylos Montblanc, voilà, où le public ne va pas se dire, ben, tiens, c'est la société qui fait des stylos, qui fait aussi des crèmes à dessert. Il n'y a pas de confusion possible. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir une coexistence qui se fait. Voilà, donc c'est un droit exclusif d'exploitation et d'interdire à des tiers. Donc, c'est relativement utilisé de plus en plus dans les contrats de la distribution où on est vraiment une société des marques où les noms portent vraiment les produits que l'on va acheter ou que l'on va consommer. Voilà, c'est à ne pas négliger. Et la marque, donc, elle est valable 10 ans, renouvelable indéfiniment. Les premières marques qu'il y a en France, Michelin, qui date de 1871. Et voilà, ils ont été renouvelés tous les ans et ça continue tant que c'est renouvelé. Vous avez aussi l'étendue territoriale qui est déterminée dans le dépôt de marque. Et puis, son coût, c'est 190 € par classe. Donc, c'est une famille de produits spécifiques, mais on peut faire des dépôts avec plusieurs familles différentes qui permettent de couvrir l'ensemble des produits qui vont être vendus sous un nom. Donc 190 €, valable 10 ans, donc ça reste relativement peu onéreux. Hop. Stéphane, j'ai Oui, une autre question dans l'écran de discussion. Là, est-ce que tu pourrais donner plus de détails au niveau des logiciels? Il faut oui. déposer un algorithme, le code source, ou bien est-ce protégé par les droits d'auteur? Alors vas-y, je vais te faire répéter parce que ça a coupé. Je suis désolé, pardon. C'est peut-on déposer un algorithme, le Oui, code source, non. ou bien est-ce protégé par les droits d'auteur pour les logiciels? Alors, l'algorithme, lui, c'est considéré comme une formule mathématique. Donc, il n'est pas protégé. Alors, il y a une protection. Ce sont des éléments qui ex nihilo, sont des formules mathématiques. Donc, n'importe qui peut les utiliser. Par contre, ce qui est protégé, c'est ce qu'il va induire. C'est-à-dire que l'algorithme, lui, n'est jamais seul. Il est aussi avec un ensemble de lignes de code autour de lui qui vont permettre d'arriver à un effet particulier ou à ce que va arriver le logiciel. Donc, ce qui est protégé, c'est pas l'algorithme en tant que tel, c'est le code qu'il y a autour. Et pareil, dans un brevet, il arrive que dans un brevet, dans une demande de brevet, parce que l'algorithme permet d'arriver à un effet technique nouveau qui peut donner lieu à un brevet, alors à ce moment-là, il y a un brevet, mais ce n'est pas l'algorithme qui est déposé, c'est uniquement l'effet technique qu'il va induire. Donc voilà, il faut bien séparer l'un et l'autre. L'algorithme, lui, étant considéré comme une formule mathématique en tant que telle. Ah oui, donc voilà, je reparle de ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport au logo. Donc, il faut bien penser de posséder les droits d'auteur par rapport au logo avant le dépôt de la marque. S'il y a des questions où on peut checker des marques existantes, ça, il n'y a pas de souci. Et donc, la marque doit être distinctive, c'est-à-dire qu'elle doit bien distinguer les produits qu'elle protège, produits ou services. Elle ne doit pas comporter d'éléments trompeurs. C'était le cas il n'y a pas très longtemps pour des dépôts de marque avec les logos de cannabis qui ont été déposés avec le dépôt. Ça a été refusé au motif que ce sont des éléments interdits. Les éléments trompeurs, ça a été par exemple un boulanger qui voulait s'appeler à la bonne baguette. Ça a été considéré comme pouvant être trompeur. Donc, le juge disait qu'il ne pouvait pas statuer sur le fait que la baguette soit bonne ou pas. Mais par contre, ça pouvait induire des éléments trompeurs pour le consommateur et de distorsion par rapport à ses concurrents. Donc, ça avait été refusé. Et la marque doit être disponible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marques antérieures qui peuvent poser problème avant le dépôt. Pareil pour le logo, il n'y a pas de logo antérieur détenu par d'autres personnes qui coexistent avant le dépôt. Je donne un mot sur les noms de domaine qui permet de protéger
voilà le site internet et l'adresse du site internet. Donc là maintenant, autant il y a 10-15 ans, quand on donnait les éléments, il y avait beaucoup de questions là-dessus. Là maintenant, c'est plus le cas, c'est rentré dans les mœurs. Donc je trouve ça très bien que au moins les connaissances de ce côté-là sont bien acquises. Juste un mot par rapport à la coexistence d'une marque et d'un nom de domaine. Si jamais, par exemple, vous êtes une société française, vous avez déposé une marque depuis X temps, et bien après votre dépôt de marque et votre activité commerciale, parce que quand on dépose une marque, c'est pour vendre les produits derrière ce nom-là, il y a quelqu'un qui va déposer le .fr, par exemple, et qu'il n'y a pas une activité sérieuse commerciale. Par exemple, c'est une famille qui porte un nom similaire ou quelqu'un qui veut faire du cyber-squatting. En ayant un dépôt de marque bien établi avec une activité commerciale derrière ce nom, vous pouvez faire stopper le nom de domaine en .fr sur le nom de votre marque. Voilà. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait du squatting qui se fait par rapport à des marques et qu'on arrive à l'ineptie qu'on avait eu en 2001 avec l'affaire Vivendi vis-à-vis, où voilà, la société Vivendi avait déposé une marque, un petit malin avait déposé le .fr et puis il avait vendu, donc c'était en francs à l'époque, 3 millions de francs, le nom de domaine à la société Vivendi, qui elle était en pleine démarche de lancement d'un nouveau produit. Voilà, donc cette loi date de ce problème-là. Un mot sur le dessin et modèle qui permet de protéger l'esthétique. Donc voilà, il y a une protection de l'apparence. Et ce qui est protégé, voilà, ce sont les lignes, ce sont les éléments de contour, de forme, de texture aussi, de matériaux. Donc j'ai pris l'exemple de la cafetière qui est assez, que j'utilise assez souvent, que je trouve assez parlant. L'exemple aussi des fauteuils de Stark où il a une vraie ligne, un vrai design particulier. Ça peut être aussi pour des briques. J'accompagne une société qui fait des briques dans la région, qui a plusieurs familles de dessins et modèles sur certaines formes de briques particulières, dans la mesure où voilà, elles ont des éléments d'ornement qui sont relativement jolis et qui se vendent bien. Un mot aussi par rapport au dessin et modèle. Le dessin et modèle, on peut le déposer par rapport à des éléments sur le web. Par exemple, des frames, que ce soit sur une application particulière. Il faut savoir que, alors j'ai un Apple, hein, j'ai détesté ça, mais j'ai ça maintenant. Et donc, il faut savoir une chose, c'est que les icônes des premiers Apple avaient été déposées sous forme de pattern design, donc de dessin et modèle, au tout début, quand Steve Jobs avait lancé ça. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une question ou pas. Non, en fait, c'est toujours la même, c'est ça? Oui, à un moment, il y a une question qui Ah arrive oui, sur laquelle tu auras, enfin, sur laquelle j'ai la réponse, tu auras la réponse facilement. C'est est-ce que vous accompagnez aussi les startups ou uniquement les PME assez développées? les deux. Voilà. Les deux, et d'ailleurs, je vois que Lucie est arrivée entre-temps, donc je te laisserai la parole, Lucie, où tu présentes l'incubateur d'Alès, qui aide les startups justement sur le territoire d'Alès. Donc voilà, je termine encore, j'en ai pour à peu près 7-8 minutes. Ok. Voilà. Donc, qui va répondre à la question justement. Et donc voilà, oui, donc ça permet de protéger le design, mais à l'exclusion des formes qui ont une fonction technique. C'est-à-dire que j'ai pris l'exemple de ce fabricant de briques qui déposait des dessins et modèles sur ses briques. Ces briques n'étaient pas, c'était uniquement des briques d'ornement. Ça n'était pas des briques qui avaient une fonction particulière par rapport à des éléments de portance ou des éléments de tenue dans la construction de ce qu'il faisait. Hop. Alors, voilà, le dessin et modèle, valable 5 ans, renouvelable 4 fois, donc maximum 25 ans. Et le dépôt est de 39 €. Et en fonction que la reproduction soit en noir et blanc ou en couleur, il faut rajouter une taxe de 23 ou de 47 €. Donc, pareil, ça reste relativement peu onéreux. Et on est de l'ordre de 200 à 300 € pour un dépôt de dessin et modèle de l'Union européenne, donc qui va s'étendre sur 27 pays de l'Union européenne d'un coup. Donc, ça reste relativement peu onéreux. Et les autres outils du droit, donc voilà, il y a le savoir-faire. Donc, le savoir-faire, ce sont des éléments d'un tour de main. Donc, le savoir-faire, lui, c'est un ensemble de connaissances techniques qui vise à arriver à un process industriel qui a un caractère particulier. Et ça a une valeur financière, donc ça d'une part. Et puis, ça peut être maintenu au secret, dans la mesure où on est plus sur des éléments d'un tour de main
ou plutôt qu'un brevet. Je prends l'exemple de mon stage ouvrier quand j'étais jeune étudiant en école d'ingénieur. Mon stage ouvrier, donc, c'était pour une entreprise qui fabrique des objets volants. Voilà, je vais rester très, très vague. Et au secteur tôlerie, il y avait eu toute une génération qui était partie. Et quand ils avaient mis des jeunes, ils avaient beaucoup de taux de rebut. Parce que voilà, l'utilisation des diluants et autres n'était pas optimum. Et en fait, mon premier stage de jeune étudiant, c'était d'aller voir un ensemble de gens qui avaient des expériences et qui savaient que quand le Mistral soufflait, qui faisait très sec, ben, il fallait rajouter tel diluant. Quand il faisait humide, ben, il devait assécher la peinture avec tel élément, il a préchauffé. Enfin, ils avaient mis comme ça un ensemble de techniques qui étaient des savoir-faire qui n'avaient pas vocation à être brevetés, à être protégés en tant que tels, mais sur lesquels ils se transmettaient voilà, tous ces tours de main qui permettaient de faire en sorte que quand s'appliquait une peinture industrielle sur une tôle, sur un objet qui allait aller dans les airs, donc il ne fallait pas qu'il y ait la moindre cloque, il ne fallait pas qu'il y ait la moindre aspérité, et eux avaient, en fonction des conditions climatiques, déterminé un ensemble de trucs et astuces qui permettaient d'arriver à un résultat qui était bon. Et ça, voilà, ça c'est un savoir-faire. Donc voilà, il y a eu le cas aussi il n'y a pas très longtemps d'une société qui est parue dans la presse là, il y a pas très longtemps, qui fait arriver ses produits de la mer à maturité en 8 semaines au lieu de 12. Donc voilà, il n'a pas déposé de brevet sur ce qu'il fait parce que sinon il aurait donné sa recette. Donc en fait, il joue sur la température de l'eau, sur la salinité, sur l'exposition au soleil de ces produits de la mer, et il les fait arriver à maturité un peu plus rapidement que ses concurrents. Ben, il a essayé de maintenir le plus possible au secret ces ensembles de savoir-faire qui permettent de faire arriver ces produits à maturité plus rapidement. Parce que sinon, s'il avait fait un brevet, il aurait donné la recette à tout le monde dans le brevet. Donc, secret des affaires aussi, donc ça c'est une directive européenne qui date de 2016, qui a été mis en application. Voilà, ça commence à bien être connu sur le fait que les sanctions sont relativement lourdes pour les gens qui vont trahir des affaires qui sont maintenues sous accord de confidentialité. Et vous avez la confidentialité en tant que telle qui peut être maintenue par voie contractuelle. Et donc, pour tous ces éléments-là, qui sont des connaissances, donc pour la confidentialité, ça se gère de manière contractuelle, que ce soit en interne avec ses salariés, c'est-à-dire soit sur enfin j'aurais tendance à dire et sur les règlements intérieurs et sur les contrats de travail, mais aussi avec des sociétés externes, que ce soit avec des contrats de confidentialité, contrats de non-divulgation. Ça peut être aussi via des dépôts probatoires, c'est-à-dire que, en gros, ce qu'il faut, s'il y a un problème, si quelqu'un casse le secret, il faut pouvoir déterminer que vous avez mis en œuvre l'ensemble des éléments qui concourent au secret. C'est ça qui compte, c'est-à-dire qu'on sait très bien que le secret n'est jamais absolu, il peut être divulgué, il peut y avoir des actes de malveillance qui vont être faits par un salarié ou par un tiers, ça c'est quelque chose de totalement humain. Par contre, si vous avez mis en œuvre l'ensemble des éléments qui concourent au secret, alors on peut déterminer que dans la mesure où les mesures ont été prises, la sanction va être d'autant plus lourde sur la personne qui a cassé ce secret. Donc voilà, il faut avoir des preuves des informations transmises. Le fait de faire des mails, par exemple, c'est-à-dire de mettre, c'est-à-dire vous allez travailler avec une société tierce qui va développer pour vous une partie d'un projet qui doit être confidentiel. Bah, le fait du coup, il va y avoir plusieurs réunions pour parler des éléments techniques, pour parler des éléments financiers, voilà, ça se fait jamais comme ça d'un coup de cuillère à peau. Donc, on va avancer dans le temps avec plusieurs rencontres, et au fur et à mesure de ces rencontres, par exemple, de faire des relevés de décision des choses qui ont été dites, de maintenir dans le mail que ce sont des éléments qui doivent être maintenus au secret, mais le fait d'avoir ces comptes rendus de réunion et d'avoir rappelé que ça doit être mis au secret, et ben, voilà, ça permet de retracer un petit peu les échanges qui ont eu, et de façon relativement simple. Voilà, ça fait partie de choses qui ne coûtent pas cher. Enfin, ça coûte du temps, mais c'est du temps après qui est gagnant si jamais il y a le moins de problèmes. Voilà, une preuve des communications, et voilà, mettre en place des outils de suivi. Alors, voilà, dans la chimie, biologie, beaucoup de cas laboratoires qui sont utilisés, un peu moins dans le dev logiciel, mais maintenant, il commence à y avoir pas mal de logiciels qui permettent de faire des photos d'où en est le développement, de faire de l'horodating, de dater dans le temps les différentes étapes du développement.
Voilà, je présente les différentes bases de données brevets qu'il y a en ligne. EspaceNet est relativement bien faite, la plus accessible et la plus complète, à mon sens. Google Patent, elle est bien, mais quand on tape un mot, ben, on a énormément de résultats et ça reste difficile de s'y retrouver. Et la base de données l'INPI ne prend en compte que les brevets qui ont été traduits en français. Donc, ça fait quelque chose de relativement restreint. On a quelque chose comme 4,5-5% des demandes de brevets dans le monde. Donc, ça reste peu. C'est bien pour démarrer parce que c'est en français, mais il ne faut pas uniquement s'appuyer là-dessus. La meilleure étant EspaceNet. Pour les marques, alors c'est vrai, j'ai pas mis à jour depuis 20 jours. L'INPI a mis en ligne le site qui s'appelle data.inpi.fr. Bon, il y a eu plusieurs ratés pendant les 2 premières semaines où vraiment ça n'a pas très bien marché. Maintenant, il semblerait que ça marche bien. Voilà, il y a le site data.inpi.fr, je vais le mettre à jour tout à l'heure. Les dénominations, et puis pour les dessins et modèles, pareil, une base pour les dessins et modèles. Voilà, j'arrive au bout. Donc la propriété industrielle, il y a énormément d'outils. On choisit à la carte ce qui va pas, en fonction de ses moyens financiers, des objectifs qu'on va avoir, de ce qu'on a à protéger. Et puis, voilà, c'est un outil qui sert à protéger, mais aussi à valoriser. Et ça, c'est beaucoup négligé en France sur le fait que, voilà, un brevet pour une start-up, le brevet va vraiment porter la valeur de la start-up. Et puis, si on veut valoriser la start-up, ça se fait au travers d'abord un brevet, parce que, voilà, c'est un élément qui appuie vraiment la démarche de l'entreprise. Et puis surtout, si la startup ne marche pas, ce qui peut arriver, ça fait partie de la vie, on n'est jamais sûr de gagner à 100%, et le brevet, celui qui a investi, le business angel ou l'investisseur, si la startup ne marche pas, mais il repart avec quelque chose, c'est le brevet qu'il peut monnayer après. Il y a beaucoup de banques de données, enfin de banques d'échange des brevets qui se fait. C'est un métier qui est peu connu, mais c'est quelque chose sur lequel il y a énormément de transactions qui se font. Voilà, j'arrive au bout. Voilà, je voulais laisser un peu de temps pour les échanges, s'il y a des questions ou pas. Après, je sais que les gens, comment dire, l'attention est beaucoup moins forte quand c'est en ligne que quand c'est sur place, où on a le café, où on est vraiment poussé par la dynamique. Mais voilà, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation. Alors déjà effectivement, juste pour rappeler aux participants, donc on a bien récupéré vos mails lors de l'inscription, donc on vous enverra la présentation pour que vous puissiez notamment avoir à la fois les coordonnées de Stéphane, mais également les liens vers les bases qu'il a présentées. Ça pourra toujours vous être utile pour la suite. Sachant bien évidemment, nous on se tient également à votre disposition pour toutes les questions complémentaires. Ce que je vous propose, c'est n'hésitez pas à poser les questions par l'outil et peut-être du coup on va juste laisser la parole à Lucie qui a eu quelques petits problèmes de connexion au départ et qui nous a rejoint un petit peu après le démarrage de la réunion. Donc Lucie avec qui on co-organise ces petits déjeuners, donc qui représente l'incubateur de l'école des mines. Donc si tu veux nous représenter rapidement Lucie le rôle de l'incubateur. Oui, bonjour, donc je suis Lucie. Voilà, donc l'incubateur IMTLS est partenaire d'ALS Myriapolis. Nous accompagnons à ce jour à peu près 25 porteurs de projets. Donc voilà, on accompagne des startups de l'idée à la création de l'entreprise et aux premières ventes, parce que c'est l'objectif. L'entreprise doit être rentable le plus vite possible. Nous faisons un accompagnement sur 3 ans. Nous sommes 2 chargés d'affaires et nous mettons à disposition les labos de l'école des mines lorsqu'il y a vraiment un besoin technologique au niveau des porteurs de projets. Voilà ce que je peux vous dire de l'incubateur de l'école des mines. Donc, si vous avez un projet avec un fort potentiel technologique ou industriel, voilà, de nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner et vous guider. Merci. Alors, je vois qu'il y a marqué Lucie qui dans les discussions. Alors, mon nom de famille, c'est Thomas Armandou. C'est marqué en haut sur les petites vignettes. Et de bien penser à compléter le petit questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé. Tout à fait. Alors, non, le questionnaire, effectivement, on vous l'enverra, mais également, normalement, vous l'aurez quand vous quitterez la conférence Zoom. Ça devrait vous réorienter automatiquement vers le questionnaire de satisfaction, si vous pouvez le compléter, ou sinon, on vous le renverra par mail en même temps que la présentation ultérieurement. Mais
ça nous est effectivement utile par la suite pour, déjà pour mesurer la satisfaction, ça c'est dans nos obligations, et puis également pour nous signaler s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent ou qui méritent d'être creusés. Donc apparemment, je ne vois pas forcément d'autres questions. N'hésitez pas, surtout c'est le moment de les poser si vous en avez. Moi, je pense que la présentation de Stéphane a été relativement claire et on a déjà eu quelques questions au fur et à mesure. Donc on va encore attendre 2-3 minutes s'il y a des questions, mais puis sinon, on pourra vous laisser. Puis je vais juste peut-être, Stéphane, pour compléter un peu les questions qui ont été posées, enfin, tu l'as évoqué un petit peu au départ. En moyenne, combien d'accompagnements tu fais du coup d'entreprise sur le territoire annuellement, enfin, pour avoir un petit peu cet ordre d'idée de combien d'entreprises sont un peu sensibilisées à ces questions de pays? Alors, je reçois à peu près entre 80 et 100 entreprises par an. Ça, en rendez-vous, en premier rendez-vous, voilà, qui permet de dégrossir les choses, donc à peu près rendez-vous 1 heure. Et après que j'accompagne vraiment une grosse vingtaine, parce que la recherche des brevets, ça demande entre 2 et 3 jours, et 2 et 4 jours. Donc voilà, l'année ne fait que 234 jours ouvrés. Donc voilà, j'en accompagne à peu près une grosse vingtaine. Plus, mais sinon j'en reçois énormément dans l'année, voilà, entre 80 et 100 suivant les années. 2020 a été une grosse année parce que beaucoup de gens se sont posés des questions pour créer des startups. Je crois que vous avez eu beaucoup plus de monde sur l'année 2020 et ça, moi j'ai constaté plus de demandes. Ouais, c'est vrai que 2020, il y a beaucoup de gens qui sont un peu qui ont du temps pour réfléchir à leur projet personnel, ou parfois qui ont été contraints aussi malheureusement par des questions de production de licenciement Oui. ou diverses choses. Effectivement, il y a globalement, d'ailleurs, sur la création d'entreprise, qu'on soit sur des entreprises innovantes ou non innovantes, il y a eu une augmentation de ces réflexions-là. Alors, on a eu une question sur l'obfuscation du code. Suffit-elle à protéger un code informatique? Alors, je suis en train de voir ce que c'est l'obfuscation. Le Alors, code brouillage, impénétrable, c'est le brouillage. le code et la compréhension est très difficile. Alors, est-ce que c'est le fait une espèce de pseudo-crypte? Alors, je suis en train de… Ah voilà, c'est ça. Un procédé par lequel le code est rendu impénétrable grâce à du brouillage. Alors, suffit-il à protéger? Oui, alors c'est déjà un moyen de protection qui est pas mal. Moi, je trouve ça très bien. Alors, il y a deux choses. Alors, l'obfuscation, ok, le fait de le brouiller, mais tout dépend de la méthode qu'on va utiliser. Sinon, il y a le fait de mettre des éléments de code mort qui vous appartiennent. Voilà, le fait de mettre des éléments de code mort avec des métatags que vous allez retrouver dans le temps, qui va vous permettre de voir si des parties du code ont été reprises. Ça, c'est pas mal. Et ça, dans un procès, il n'y a pas très longtemps, qui a été assez retentissant, qui n'est pas connu, mais enfin, qui n'a pas été connu du grand public. Mais voilà, on est sur 2 gros éditeurs logiciels qui s'étaient piqués leurs développeurs. Et un des développeurs était reparti avec des éléments de code qu'il avait développés chez son ancien employeur, mais il n'avait pas vu qu'il y avait une machine qui avait mis du code mort dessus, donc du coup, ça a posé problème. Donc voilà, le fait de mettre du code mort et la protection, elle, par rapport à l'APP, c'est quelque chose qui permet de valoriser le code. C'est surtout fait pour ça. C'est-à-dire que seul, ça ne permet pas de revendiquer un droit parce que c'est sur une protection qui se fait ligne à ligne sur un code décompilé. Or, qui dit code décompilé, quelle est la mise en œuvre de la preuve? Il est relativement difficile. Par contre, ça permet d'avoir des éléments pour démarrer une négociation, clairement, et devant un juge, lui va reconnaître beaucoup plus des éléments qui ont été déposés par l'APP que des éléments qui ont été faits sur un serveur qui ne sont pas connus, enfin, surtout des serveurs qui ne sont pas en France, où là, il ne va pas reconnaître les éléments de preuve qui ont été amenés, où ça va rendre plus complexe la procédure. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Voilà. Donc, oui, en partie et pas totalement. Est-il possible de contacter pour volonté dans le dépôt de Marc? Oui, bien sûr, Muriel Molière. Oui, je réponds à votre question. C'est OK. Parfait. Bon, je pense. A priori, il n'y aura pas d'autres questions arrivées. Je pense qu'on a répondu à l'essentiel de par la présentation, de par les échanges qu'il y a pu y avoir. Oui. Mais du coup, il ne me reste plus qu'à te dire un grand merci, Stéphane, pour cette présentation qui, encore une fois, était très claire et je pense a apporté un certain nombre d'éclaircissements à tout le monde. Donc, merci beaucoup pour ta participation.
Et puis donc pour les participants, donc n'hésitez pas à nous faire un petit retour via le questionnaire de satisfaction. Et nous reviendrons vers vous très rapidement pour vous annoncer nos futures réunions et à savoir également les modalités, à savoir si on maintient du distanciel ou si on peut revenir en présentiel en fonction des consignes sanitaires qui devraient nous être délivrées dans les jours. Espérons-le évoluer. Voilà, on espère y voir plus clair rapidement, mais bon, ça on vous tiendra au courant. Donc, merci beaucoup à tous et donc on va vous souhaiter une bonne journée et à très bientôt. Merci Stéphane. Merci à vous. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous.